Bonjour, je m'appelle Biocla Matnel. Je viens par la présente vidéo vous présenter une notion très importante dans le cadre de l'économie. Je suis diplômé d'un bac série ES et cette notion s'adresse à tous ceux qui sont en terminale B et tous ceux qui sont candidats aux examens. Ok, j'appartiens également à une entreprise qui fait dans la formation et l'accompagnement et qui se présentera sur votre écran. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'interaction qui existe entre la croissance et le développement. Tout d'abord, rappeler que lorsqu'on parle de l'interaction, l'interaction est un ensemble de mouvements entre deux éléments. Donc l'interaction réunit les différents mouvements qui peuvent exister entre croissance et développement. La croissance se définit simplement comme étant l'augmentation des richesses créées sur une période ou sur une longue période. Et le développement, il y a principalement deux analyses conceptuelles. Le développement, selon François Perrault, c'est la transformation des structures de la société, structures économiques, sociales, en d'autres termes, une amélioration qualitative de la vie en général. La croissance est une notion quantitative. La croissance, c'est l'augmentation des richesses. Donc, c'est ce qui est lié à la quantité, ce qu'on peut mesurer de manière quantifiée. Et le développement, c'est l'amélioration qualitative. De manière générale, lorsqu'une personne dispose de plus d'argent, la personne aura une meilleure façon de vivre, simplement parce que, du point de vue quantitatif, elle a des ressources plus grandes. Donc, la deuxième conception du développement, c'est celle d'Amartya Sen. Amartya Sen était un économiste indien qui a eu le prix Nobel en 1998, qui a parlé du développement comme étant l'affirmation des libertés réelles. Donc, pour lui, le développement, c'est le fait que des personnes dans un pays puissent être libres, puissent participer aux élections, participer à toutes les activités au sein de la société. Ok, donc dans la première partie, la croissance conduit au développement. La croissance conduit au développement, premièrement, cela se manifeste par l'augmentation du pouvoir d'achat. Lorsqu'une entreprise réalise un chiffre d'affaires plus important, l'entreprise a la possibilité de mieux redistribuer ses revenus et de mieux les répartir. Et elle peut décider de faire de son revenu, de ses utilisations, d'augmenter les salaires, par exemple, des ménages. Donc l'augmentation du pouvoir d'achat se manifeste dans la mesure où le pouvoir d'achat des ménages est plus grand. Le pouvoir d'achat, c'est la capacité qu'ont les ménages à pouvoir réaliser des achats. Donc l'augmentation du pouvoir d'achat renvoie simplement au fait que les ménages ont la possibilité d'acheter plus de biens, ils ont une capacité supérieure en matière de consommation. Et donc, lorsque les salaires vont augmenter auprès des différents salariés, ils auront la possibilité d'acheter plus. Si tu avais un salaire de 300 000 et que ton salaire est passé à 500 000, tu auras la possibilité d'acheter plus, de réaliser plus, de faire plus de dépenses, de consommer plus. Ensuite, nous avons l'amélioration du niveau de vie. Le niveau de vie, c'est l'aspect qualitatif. Donc, la personne pourra consommer maintenant de meilleurs biens parce qu'il y a la croissance. Elle pourra mettre son enfant dans de meilleurs établissements. Elle pourra traiter ses enfants avec de meilleurs soins. Donc, son niveau de vie va connaître une amélioration qualitative. On va remarquer des changements dans la façon de vivre simplement des différents habitants. Et généralement, en mesurant par l'IDH, l'IDH également sera en évolution pour tous ceux qui sont des habitants, tous ceux qui sont des habitants qui connaissent le développement. Donc le niveau d'IDH sera augmenté et la façon dont les personnes vivent sera une façon plus qualitative simplement. Et le troisième élément, c'est le régime plus démocratique. Cela, on n'en parle pas très souvent dans les différentes classes de terminale, mais c'est un point très important. Les régimes plus démocratiques, c'est en partant de l'approche d'Amartya Sen. Parce que l'économiste Amartya Sen a dit que le développement, c'est l'affirmation des libertés réelles. En d'autres termes, si un pays n'est pas considéré comme étant développé totalement, ce n'est pas parce que le pays n'a pas une bonne économie. Je vous prends le cas de la Chine. La Chine n'est pas encore considérée comme étant une puissance du Nord. Et pourtant, la Chine actuellement est la première puissance économique mondiale. Donc, ils ont tous les autres caractéristiques du développement, sauf cette caractéristique qui consiste à avoir un peuple libre qui peut participer libre aux activités. En Chine, c'est très rare de voir qu'on organise des référendums, qu'il y a la liberté d'expression, alors que dans la plupart des autres pays qui sont caractérisés comme des pays du Nord, tels que les États-Unis, la Grande-Bretagne, il y a la liberté d'expression. Donc on peut organiser des référendums, on fait participer la population à la vie active. Donc lorsqu'un pays est riche, il y a ce qu'on appelle la mise en place d'un régime plus démocratique. Donc les populations participent davantage à la vie active de la société. Dans la deuxième partie, il peut y avoir croissance en développement.
Premièrement, dans la mesure où il y a une mauvaise politique de redistribution, c'est-à-dire que lorsque la croissance est créée, c'est l'État qui est en charge de redistribuer les revenus issus de la croissance. Et pour qu'il y ait croissance en développement, c'est lorsque une minorité de personnes dans la société s'emparent des richesses excédentaires qui ont été créées, qui consomment en produits de luxe, alors que la société ne ressent pas vraiment les effets de la croissance. Parce qu'une minorité s'est emparée de cette croissance-là. Donc, il y a une mauvaise redistribution des revenus au sein de la société. Deuxièmement, cela se matérialise par la destruction de l'environnement. La destruction de l'environnement simplement car lorsqu'il y a dans un pays la croissance, vous allez remarquer souvent que les pays les plus développés sont également les pays qui ont les taux de pollution les plus élevés. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de pays ont tendance à avoir des activités très industrialisantes et parfois ont tendance à détruire l'environnement. Donc, par les différents dégâts, la pollution, ainsi de suite, ce qui donne lieu à l'organisation des différents sommets sur le climat qu'on appelle COP21. Actuellement, nous sommes à la COP24. Donc, lors de ces accords, lors de ces sommets, on cherche des moyens de repenser la croissance pour éviter de détruire le développement, ce qui introduit la notion du développement durable. Maintenant, la troisième partie, c'est la résistance au changement. Dans l'un des pays des BRICS, par exemple, qui est l'Inde, l'Inde est un pays qui a des taux de croissance aujourd'hui très positifs, des taux de croissance assez alléchants, mais il y a beaucoup de résistance au changement parce qu'il y a des nouvelles technologies, il y a le développement qui arrive dans la société, mais les populations présentes sont réfractaires au changement parce que le taux de scolarisation est faible. Donc il y a beaucoup de nouvelles choses qu'ils découvrent et donc ils ont du mal à s'adapter à ces nouvelles pratiques, à cette nouvelle technologie qui apparaît parce que le taux de scolarisation n'est pas adapté. Donc, dans ces trois cas, il y a croissance sans développement. Je vous remercie. Vous aurez toutes les informations à la fin de notre vidéo par la fiche qui aura la fin. Bonjour, dans la partie conseil aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, parfois qui est souvent très actuel chez les différents apprenants en classe de terminale, les candidats aux examens, c'est les DKP. Les DKP peuvent être considérés comme étant, en fait, c'est considéré comme une pratique simplement qui consiste à faire des veillées de travail. Donc, on se réunit pour travailler toute une nuit avec des collègues ou de manière individuelle. Et par cette vidéo, je vais simplement éclaircir quelque peu ces effets. Lorsqu'on fait un DKP, le DKP a des effets néfastes sur la santé. Ça altère le bon fonctionnement de l'organisme et ça alterne certaines facultés que nous possédons. Donc, lorsque tu fais le DKP, tu vas travailler toute une nuit après, ensuite tu vas aller au cours, par exemple. Donc, lorsque l'enseignant est en train de parler, tu te retrouveras en train de dormir. Et généralement, la plupart des sujets qui arrivent à l'examen, en fait, tout est donné en classe, 80%. Ce n'est pas d'abord une histoire de prépa, ce n'est pas d'abord une histoire d'entreprise, ce n'est pas d'abord une histoire de cours. C'est d'abord une histoire de ce que tu fais à l'école de manière continuelle, les cours auxquels tu assistes à l'école. Et c'est là où généralement, ce dont tu as besoin t'est donné pour pouvoir réussir ton examen. Donc, les DKP alternent le bon fonctionnement cyclique de l'organisme et entraîne des effets pervers au niveau de ton état de santé. Donc les DKP ne sont pas pour moi une bonne pratique. Donc si tu la pratiques, je te conseillerais simplement d'arrêter de commencer à changer de façon de travail. Tu peux te réveiller dans la nuit pour travailler 1 ou 2 heures de temps, pour travailler 3 heures de temps, mais ne pas pratiquer le DKP simplement parce que ça va altérer le bon fonctionnement cyclique de ton organisme et ça va troubler ton sommeil. Et tu vas rater beaucoup de choses parfois lorsque tu seras en classe.